Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Les hommes, les objets des hommes. Ce que disent les objets sur les hommes qui les utilisent. Ce qui a appartenu à quelqu'un qui nous est cher lui survivra certainement et conservera en lui un peu du disparu. Pour autant, tout cela n'est vrai que si de son vivant, l'homme n'est pas déjà considéré comme un objet. Chez les Dupont, c'est pas la joie. Vraiment pas. Pourtant, ce n'est pas la misère, loin de là. Proprio d'un gros pavillon de ville, héritier de générations d'économies destinées à pérenniser le confort des descendants, job sûr et rémunérateur, le mariage Dupont a même mené bon train les 2 premières années. La progéniture a éclos, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que du bonheur, tout bien comme il faut. On refait régulièrement le salon et les chambres au ton de la période, conformément à ce qu'affichent les catalogues d'aménagement tous les 2 ans. Les voitures sont payées intégralement, chacun mange à part, personne ne se parle plus vraiment. 16 ans ont passé, tout le monde s'est isolé dans un coin du muet confort basique standard, tristesse ordinaire des unions civiles en forme de consensus. Enfin, ordinaire pas tant que ça, parce que pour rester franc, sont gratinés les Dupont. Dans ce foyer où il n'y a aucune communication sincère, la complicité familiale est presque considérée comme une tare. Les mots claquent comme des portes qui se ferment sur des visages qu'ils sont tout autant du matin au soir. On entretient tacitement des tabous aussi ridicules qu'énormes, et sous chaque dalle de moquette, on pourrait retrouver un mort tué par le mensonge et la mauvaise foi, asphyxié par la méchanceté, carbonisé sous les faux arrangements et les procès d'intentions hypocrites. Bref, bienvenue au paradis des monstres normaux, peut-être le tien d'ailleurs, qui s'étend là, fumant après l'infâme portail de fer, où l'on peut lire dans les entrelacs forgés déni, mépris, oubli. Dans ce bourbier quotidien, Pierre, le père, est clairement celui qui morfle le plus. Intérieurement d'abord, puisque ce sensible résigné n'a jamais su comment gérer le constat d'échec de sa vie personnelle. Pas vicieux pour un sou, il subit. Il ferme sa gueule et il subit. Cœur gros et tête vide, il avance dans les jours comme un fantôme, lunaire, dans les vapes. La maison tourne mécaniquement, mais sans sécréter aucune sève. Pierre ne supporte pas cette situation qui dure depuis trop longtemps, mais n'a pas la force psychologique pour rentrer dans l'art de ses colocataires au même gène. Geôlier de l'ironie mal dissimulée, ni de son épouse, qui n'en a plus que le nom par contrat, il n'a pas l'énergie pour proposer un véritable reset fait de solutions d'amour et de dialogue. Et bien entendu, il n'a pas le moindre jus pour mettre un terme définitif à toute cette mélasse. C'est le bouc émissaire chez lui, pour tout, pour rien. Le respect de sa femme et de ses enfants s'est putréfié depuis un bout de temps. Ils le considèrent comme un lâche qui ne sait pas résister à leurs assauts et le pointent de leurs doigts accusateurs comme l'origine de leurs abus. En gros, je le fais parce que tu me laisses faire, mais si tu ne me laissais pas faire, tu serais le pire des hommes. Perversion domestique. Pour échapper à cette atmosphère étouffante et toxique, Pierre a un dada, un petit jardin personnel bien nommé parce qu'il a la main verte. Il s'occupe de ses fleurs, de ses plantes, il passe tout le temps possible à chouchouter ces êtres vivants, sereins et délicats, qui évoluent tranquillement, sans brailler ni railler. Ses seuls amis, devrais-je dire ses seuls amours, sont les végétaux. Pierre aime la nature, dans laquelle il se réfugie dès que possible, loin des sarcasmes et des manigances. Il prend le temps de vivre, même s'il ne se retrouve jamais vraiment assez pour changer les choses. Entre la rigidité morne de son travail et l'enfer de son domicile, il fait des kilomètres, s'arrête en bord de route, court à travers champs comme un gamin, se roule dans les herbes hautes, hurle, pleure, cherche un peu de liberté et s'endort même parfois au gré des brises légères de printemps pour tenter de se sentir vivant encore un peu. Lorsque le climat est plus rude et froid, voire glacé, autant entre la table à manger et la télé de son salon que dans l'hiver qui règne dehors, Pierre est dans sa serre. Il s'y replie car cet endroit représente pour lui un véritable havre de paix. Assez éloigné de la maison pour avoir l'impression concrète d'un cocon, la petite lampe jaune qui éclaire ces quelques mètres carrés de sérénité est visible depuis la fenêtre de la cuisine. C'est comme ça que Cécile, la mère, sait que son mari est là ou pas. Pas pour aller le saluer, lui adresser un simple sourire ou discuter du dîner du soir, non. Juste pour être sûre qu'elle doit fermer à clé la porte de ce qui était jadis le lieu chaleureux où trône le lit conjugal. Pierre dort sur le canapé depuis belle lurette et sa femme lui interdit formellement de franchir le pas de la porte de la chambre lorsqu'elle y est présente.
C'est ainsi depuis une obscure engueulade à propos de ses supposés ronflements, au cours de laquelle il n'a évidemment rien eu à dire et il a préféré céder face à l'hystérie disproportionnée qu'on lui opposait. Une brimade de plus, rien à signaler. À l'intérieur de la serre, le silence n'est interrompu que par le doux ruissellement des arrosoirs ou par le bruit sec et précis des cisailles qui taillent les tiges. À l'abri, Pierre se laisse aller à la rêverie, grappille ce qu'il peut de bonheur à quelque distance de son camp de tortionnaire. Depuis plusieurs semaines, le calme de son jardin secret est troublé par un drôle de bourdonnement. Ça arrive, ça part, ça revient et il ne sait pas trop. Champion pour occulter ses peines, il enfouit ça dans un coin de sa tête, mais ça se manifeste à nouveau. Ça semble venir de nulle part, mais être présent partout. C'est une bien curieuse sensation. Pareil pour ces sirènes aiguës et inquiétantes qui l'assaillent longuement pendant qu'il s'occupe de ses plantes, prenant en otage son ouïe et qui ressemblent à des chants de baleines en ultra haute fréquence. Ce phénomène survient aussi lorsqu'il bosse au bureau, et ça commence à l'embarrasser. Il ne déchiffre plus tous les mots qu'on lui dit. À la maison, malheureusement, ça ne pose plus de problème puisque personne ne s'entend, au sens propre comme figuré. Mais au travail, ça peut lui jouer de sales tours. Ce sifflement perfide qui s'amplifie se déplace toujours de droite à gauche, encore une fois sans pouvoir en déceler l'origine précise. Un jour que les stridences sont plus puissantes que d'habitude, Pierre ne peut plus bosser. Il est 12h30, il est au restaurant interentreprise du bâtiment qui abrite la société pour laquelle il travaille, et les conversations à table deviennent un brouhaha qui n'est plus supportable pour son crâne. Ça lui mange toute la face. Il en a des nausées et ça lui fait outrageusement mal. Il a le citron comme pressurisé. Il décide d'aller à l'infirmerie pour se faire examiner rapidement car, même s'il lui reste très peu d'amour-propre, il est tout de même inquiet de ce truc qui lui arrive. Après avoir attendu 1 heure, se pointent l'infirmière et le docteur sans se presser, qui ont plus l'air de revenir d'un 5 à 7 un peu en avance que de quoi que ce soit en relation avec leur activité médicale. Le médecin, un certain Gonzalo, freluquet au sourire niais, prend immédiatement Pierre de haut et semble complètement blasé avant même qu'il n'ait prononcé un seul mot. Ambiance médecine du travail, quoi. Fumiste grassement payé, dernier au concours, premier à la reniflade de fesses en entreprise. Circuler, y a rien à voir. Le toubib fait le minimum syndical sur le pauvre Pierre qui souffre, avant de soupirer un lymphatique. Acouphène, faut que ça passe. Notre patient éphémère doit remonter au bureau, mais son escale à l'infirmerie lui a fait manquer une réunion que son N+1 qualifiait d'importante. Et ce dernier l'attend visiblement mécontent. Le manager parle, mais Pierre n'entrave presque plus rien. Un peu honteux et cherchant à éviter le conflit, comme d'habitude, il oscille le visage comme un vieux rocking chair, en signe d'approbation. Mais l'ouragan qui souffle dans ses esgourdes emporte toute parole potentiellement audible. Notre triste cadre moyen finit sa journée comme il peut, et fait une pause près d'une route boisée pour regarder le ciel et tenter de dompter son vacarme intérieur quelque temps avant de réintégrer sa baraque, avec toute l'angoisse que ça comprend. Arrivé chez lui, il ne trouve rien à grignoter avant d'aller s'enfermer dans sa serre. Alors il demande à sa fille, qui est au téléphone dans le salon, où sont passés les plats qu'il se met de côté pour le soir. Et c'est avec un dédain total et une insolence rare qu'elle lui fait signe de la lâcher, de la main. Pierre répond sur un ton mièvre qu'elle exagère. C'est alors que la jeune femme dirige vers lui quelques sons qui lui paraissent incompréhensibles au milieu de son concerto de boucan interne. Il rétorque par un « Il restera sans réponse, évidemment, et ça sonne plus comme un cri de détresse que d'exaspération. La douleur et les prétendus simples acouphènes augmentent les semaines suivantes. Et malgré le retour des beaux jours, Pierre reste dans sa serre le plus souvent possible. Dans le foyer, les dernières digues du lien familial ont sauté et plus personne ne peut se saquer. Zéro échange. Tant et si bien que l'été arrive, et au moment des vacances, ni les uns ni les autres ne connaissent leur planning. Chacun va vraisemblablement faire sa vie sans se concerter. Pierre douille vraiment depuis un moment et est complètement dans sa bulle. Il espère secrètement qu'une hypothétique conversation va aborder le sujet, tout en sachant qu'il ne la déclenchera pas. Un matin caniculaire, son épouse, Cécile, regarde par la fenêtre de la cuisine. Dans la serre, malgré le soleil qui brille, elle aperçoit la petite lumière qui indique que son mari est là. Il a dû y passer la nuit, comme de plus en plus souvent. C'est le jour où elle a décidé de partir en vacances, de son côté. Elle en a vaguement parlé aux gosses, mais pas à Pierre. Cécile part en bord de mer avec un bellâtre anonyme qu'elle a rencontré au travail, un de plus. Elle jette un dernier regard au jardin et pense de toute façon, ça sert à rien. Il est sourdingue en plus, il comprend plus rien. Et elle part sans se retourner.
Son séjour sera néanmoins écourté par un appel de la police. Ce sont les voisins qui ont appelé à cause de l'odeur s'échappant de la serre à la porte entr'ouverte. L'autopsie du corps révélera qu'une graine fichée dans l'oreille de Pierre s'est développée jusqu'à lui transpercer le tympan, puis le cerveau. Une petite graine qui a dû se glisser là alors qu'il s'ébattait dans les champs ou se reposait allongé dans la nature. Plante parmi les plantes, il est finalement parti au milieu des siens, sans que ceux qui étaient censés le rester ne lui accordent la moindre attention. Homme, objet, plante verte, pierre.